Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e épisode des UBBistes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 2e semaine européenne et je suis toujours accompagné de notre expert maison. Salut Yann. Salut Cyril, tu vas bien ? Tout va bien, moi je kiffe ces matchs de Champions Cup avec 15 essais par match et surtout quand on gagne. Ouais, c'est cool. Au programme de cette semaine, le bilan de ce beau succès face aux Tigres de Leicester. On fera ensuite un point sur le classement de notre poule en Champions Cup en analysant un peu les déplacements et les réceptions de chacun pour cette 2e semaine et aussi pour le mois de janvier. Avant de se pencher dans notre cas sur le déplacement périlleux en Irlande du Nord pour y défier l'Ulster en compagnie de Maz, supportrice de l'UBB qui vit maintenant en France et qui vient d'Ulster, donc elle connaît bien le club et elle nous présentera son club donc de cœur et on traitera ensuite des actus un peu light du club. On n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent cette semaine. Par contre, on finira, et ça c'est une innovation parce qu'on aime innover chez les UBBistes, non pas par la présentation d'un espoir, alors c'est aussi parce qu'on commence à être un peu à court de joueurs qu'on a vu jouer, ouais. Mais par la présentation d'un ancien joueur avec un petit quiz pour voir si vous vous souvenez de ce joueur-là. Et on alternera, je pense, en fonction des semaines, entre un espoir et un ancien joueur pour se rappeler le bon vieux temps et faire découvrir aux nouveaux supporters un peu les anciens joueurs qui soit jouent encore, soit sont à la retraite. Mais pour bien commencer, place au résumé du match. Felindra, tête de tigre! Ce dimanche à 14h, dans un Chaban-sous-le-Vent, mais une nouvelle fois à guichet fermé pour cette Champions Cup, l'UBB recevait les Tigres de Leicester avec une équipe plutôt sexy, malgré les absences annoncées en début de semaine. On nous annonçait une ribambelle de forfaits et au final, on a pu aligner quand même une équipe assez costaud, surtout derrière, mais devant, c'était pas dégueu non plus. On nous promettait aussi un match rugueux et fermé, un peu comme ce qu'on avait pu vivre contre Montpellier la semaine précédente, voire même pire. Et au final, on a eu tout le contraire. C'est aussi ça le côté positif du format de cette Coupe d'Europe avec le bonus à 4 essais. Les équipes viennent pour jouer tout simplement. Par exemple, ce dimanche, on a eu 0 pénalité tentée et en fait, ça a joué de partout. On a donc eu droit à une première mi-temps très ouverte avec beaucoup d'essais, 5 essais, mais c'est Leicester qui s'en sort le mieux à ce jeu-là, alors avec l'aide du vent, mais Leicester menait à la mi-temps 3-2 pour un score de 21-14 pour les visiteurs, avec une UBB plutôt à réaction et des essais d'avant sur touche ou un essai de Pitsamou notamment. Mais on va avoir droit à un deuxième acte très différent, puisque dès l'entame, on a nos arrières, Louis Bielbiarré notamment, qui vont faire la différence. Et aussi Mathieu Jalibert qui va faire une belle diagonale pour Pitsamou et on va vite reprendre le score et même creuser l'écart avec un nouvel essai de Louis Bielbiarré suivi d'un essai de Nico Deporter vers la 70e. Et en fin de match, les Tigers vont arracher le bonus offensif avec un essai après la sirène sur un ballon qu'on aurait pu sortir mais qu'on a choisi de jouer. Score final 42-28 plus 14. Beaucoup de positifs mais aussi des choses à améliorer et on voit tout de suite ça dans la rubrique les points négatifs. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh ! Il nous casse les couilles là ! Avant d'entamer les points négatifs sur notre équipe, Yann, tu voulais faire un petit mot sur cette belle équipe de Leicester qui finalement est venue pour jouer. Ouais, malgré quelques absents qu'on avait un peu notifiés, ils ont quand même amené une très belle équipe. Donc on voit que ce club historique possède quand même une belle profondeur d'effectifs. Je m'étais un peu planté la semaine dernière parce que c'est une équipe normalement qui joue beaucoup avec des coups de pied de pression. Ouais. Et ils ont clairement pas arrosé en fait notre fond de terrain, alors qu'en plus on avait Louis qui est pas forcément aussi à l'aise que Buros. Donc j'étais assez surpris et c'est vrai que ça a énormément joué. Alors je sais pas si c'est lié un peu à la physionomie du match,
À savoir, première mi-temps, ils sont rentrés assez facilement dans nos 22, donc finalement, il n'y a pas eu besoin de jouer au pied. Et la deuxième mi-temps, ils étaient contre le vent. Donc c'est peut-être lié à ça. Et après, un joueur que j'ai bien aimé et que je pense qu'il a tapé dans l'œil de tout le monde, c'est l'international anglais Steward, qui a été assez monstrueux. C'est un des rares à nous avoir fait extrêmement mal derrière. Il a battu énormément de défenseurs. Je crois Le 15. Ouais, le 15 de Leicester. Je crois qu'il est à 300 mètres parcourus, ballon en main. Les stats, c'est affolant. Nous, on a très peu de mètres parcourus, alors parce qu'on a beaucoup joué au pied aussi, mais comparé à Leicester, on a fait quasiment... on a beaucoup défendu. Ouais, mais ça, et tu vois, 300 mètres parcourus pour un joueur, et nous, toute l'équipe, on est à 400 mètres parcourus. Donc ça montre combien il a galopé. D'ailleurs, peut-être un peu seul. Peut-être un peu seul, et tout de même limité par quand même une bonne défense de l'UBB, même si, en point négatif, je mettrais qu'on a quand même pris 3 essais en première mi-temps. Alors, le jeu était assez ouvert, on n'a pas fait d'énormes erreurs, même si je trouvais que, surtout en début de match, on montait beaucoup sur la défense, et du coup, ça laissait quand même des espaces, et ils ont su en profiter. La défense, je suis d'accord avec toi. En plus, je trouve qu'on a... Alors les montées n'étaient pas toujours bien senties, mais surtout on a beaucoup subi. J'ai trouvé que les contacts, contrairement à la deuxième mi-temps, je trouve qu'on a vraiment subi l'impact. D'ailleurs, un point négatif que j'ai vu, c'est BVT, Bastien Van Taillefer, qui je trouve, alors il n'a pas raté beaucoup de plaquages, je crois qu'il en a raté qu'un, mais il a raté un plaquage qui était extrêmement important, c'est sur la mêlée dans les 22, où ensuite on a un départ du 8, et il lâche ce plaquage, et après en fait 2 actions plus tard, on a le second ligne qui marque. Donc voilà, je trouve qu'on a subi un peu les impacts, et Diaby aussi a un peu subi sur certains impacts. Donc ça, c'est un des points négatifs que je vois. Je trouve qu'on a trop subi. Alors est-ce que c'est lié aussi aux bonnes attaques du Leicester, hein. Il faut pas négliger qu'ils ont été plutôt dominants en première mi-temps, quoi. Ouais, ils ont eu des beaux lancements. Alors pour le coup, Diaby, il a peut-être un peu subi, mais il a 11 plaquages à 100%. Donc il a aussi ferraillé, et même si certains plaquages peuvent être subis. C'est ça, mais BVT c'est pareil, je pense qu'il a qu'un plaquage loupé, mais globalement je trouvais qu'on n'a pas réussi à faire les mêmes plaquages offensifs que quand Swinton, Coleman sont rentrés. Voilà, c'est ce que je voulais... En deuxième mi-temps, ouais. Ouais, ce que je voulais montrer. Qui ont fait du bien. Tu voulais aussi noter les sorties de camp, je crois. C'est un peu en lien avec nos 3 essais encaissés, je trouve qu'on a mal géré toutes nos sorties de camp. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on a été mis sous pression. Notamment il y a Petit qui rate un renvoi, après on a encore un renvoi avant la mi-temps où on fait n'importe quoi et on perd le ballon. Ça a été vraiment un point noir. On n'a pas su gérer, je pense, le vent. Ouais. Et donc voilà, et ça c'est vraiment important. Alors la chance qu'on a eue, c'est que de leur côté, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on marque, on a eu des actions d'essai, que ce soit Samu, etc. C'est parce que c'est un renvoi qui est cafouillé par le Leicester. Et donc, bon là, c'est la chance qu'on a eue, c'est que nos erreurs ont été... on a fait des erreurs, mais eux également. Donc il y a peut-être aussi les conditions climatiques. Il ne faut pas négliger les rafales. C'est, pour faire sauter les blocs sauts, c'est pas forcément hyper évident. Et après, la discipline. On a 15 pénalités. On a encore trop subi en mêlée. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que le gaucher du Leicester était assez coquin, parce que globalement, il a bien pris Big Ben, mais sur les intros adverses. C'est-à-dire que sur nos propres intros, on a été extrêmement stable. Et normalement, on est censé, sur nos introductions, c'est là où tu es censé être le moins stable et le plus en difficulté si tu es ultra dominant en mêlée. À Montpellier, on l'a vu. Le pilier gauche montpelliérain, sur nos introductions, on était obligé de talonner hyper rapidement le ballon, parce que sinon, en fait, on se faisait rouler dessus. Là, toutes nos mêlées étaient stables. Et normalement, en fait, pourquoi je dis que sur nos propres mêlées, on devrait être en difficulté, c'est que avec la nouvelle règle, en fait, du pied frein, alors en fait, c'est que le talonneur doit toujours avoir le pied qui est en avant, pour déjà préparer le talonnage. Donc du coup, il a son pied en avant, et donc il doit maintenir son pied jusqu'à qu'on ait fait l'introduction. Donc en fait, il n'a pas les 2 pieds pour pousser.
contrairement au talon adverse qui lui a déjà ses 2 appuis. Donc il est déjà en flexion pour pousser. Donc normalement, si tu subis pas sur tes propres introductions, tu devrais pas subir sur les introductions adverses. Donc je pense que Big Ben s'est fait avoir et il s'est fait soulever par le pilier gauche, et donc ça, il doit être plus malin. Il doit mieux le gérer, et il doit essayer de l'amener vers le bas en fait, pour contrer en fait la poussée vers le haut. Et tu disais que la semaine dernière que Big Ben, c'était aussi une question de se réhabituer, remettre un peu les automatismes avec ses avants. Ouais, mais clairement. Après là, on voit que entre Montpellier et ce match, face à 2 grosses mêlées, globalement, on a été bien mieux, même si on prend encore énormément de pénalités. On voit quand même la nette amélioration sur notre propre introduction, où on a pu lancer le jeu de manière propre. Ok, bon, en tout cas, oui, 15 pénalités, on s'en sort quand même très très bien pour autant de pénalités contre nous, et il faudra surtout pas en faire autant à l'extérieur ce week-end. Moi, je voulais aussi noter l'essai pris à la fin, qui... alors, ça a beaucoup été souligné que ça offre un bonus offensif à Leicester. Moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est que ça fait baisser le goal average surtout. C'est-à-dire que, à la fois pour notre pool, on risque d'avoir des équipes à égalité, et ensuite c'est le goal average qui fera la différence. Mais surtout que si on finit premier ou deuxième, ensuite on a le classement avec les autres premiers ou deuxièmes qui va beaucoup jouer pour savoir qui on va affronter en huitième, quart, etc. et qui va recevoir aussi en quart et demi. Donc c'est un aspect qu'on aurait pu soigner. Mais du coup, je modère ça aussi par le fait que si on a continué à jouer après la sirène, c'est aussi parce qu'on voulait alourdir ce goal average. Donc au final, c'est plutôt un pari qui a été un peu manqué, que je comprends, mais bon, c'est je pense sans frais. En tout cas, pour le moment, on fera les comptes à la fin, bien évidemment. Et sinon, en axe d'amélioration, alors, pour le coup, c'est vraiment son match de reprise. Il n'a pas joué depuis un moment, il a morflé en novembre, mais voilà, je sentis un peu Damien Penaud un peu essoufflé. D'ailleurs, il a dit lui-même au micro de Bein qu'après la 65e, plus de son, plus d'image, qu'il a essayé de donner le max, mais c'était compliqué, même si il a quand même mis un sacré caramel dès la 3e seconde, je sais plus sur quel point de c'était le sommet. Ouais, et clairement il y allait comme un taré. Mais il envoie aussi un joli coup de pied pour l'essai de Bielbiarré. Bon, après il a subi une infection pulmonaire, donc du coup c'est compréhensible qu'il soit à bout de souffle. Ouais, tu le voyais, vraiment tu le voyais sur des courses où il allait pas à fond sur des coups de pied. Donc ça se comprend, match de reprise. J'espère qu'il enchaînera ce week-end pour reprendre le rythme. Je sais pas si toi t'avais d'autres points d'amélioration ou points négatifs que tu voulais souligner. Alors un petit détail, parce qu'à chaque fois enfin là j'ai parlé de la défense. Yoram, il faut que tu arrives à te baisser, parce qu'on est encore passé pas loin de la correctionnelle. Il faut qu'il arrive à baisser son axe de plaquage et son niveau de plaquage, parce que à la fin l'arbitre ne revient pas dessus, mais je sais pas s'il n'y a pas un tête contre tête. Donc vraiment, ça peut nous mettre vraiment en difficulté. Il faut juste qu'il arrive à baisser la ligne de plaquage. Et en plus, vu comment il est costaud du bas, je pense qu'il peut faire très très mal. Donc voilà, c'est une petite remarque. Ouais, et je m'étais fait d'ailleurs la réflexion au stade, en première mi-temps. Aussi, il y a un plaquage il va chercher haut. Alors, il n'y avait pas de risque de tête-tête ou quoi que ce soit, mais il va chercher haut et du coup galère aussi un peu à faire tomber le joueur. C'est vrai que ça peut être un vrai axe d'amélioration pour lui. Bah, de toute façon, c'est hyper compliqué en plus de plaquer haut. C'est là où en fait la puissance en fait surtout en plus quand il y a des joueurs avec des appuis, parce que là je crois que c'est Stewart qui l'a envoyé valdinguer, c'est-à-dire qu'en faisant à peine une rotation, en fait tu peux pas attraper le haut, donc en fait tu voles, il suffit que le mec soit un peu lourd, en fait tu lâches facilement les plaquages, alors que s'il va chercher soit les jambes ou soit un peu au-dessus des hanches, en fait il peut casser des côtes quoi. Mais bon du coup axe d'amélioration à suivre pour Yoram Moefana. On passe tout de suite au point positif. Les points positifs. Yann, je crois que tu voulais commencer par deux sujets qui sont étroitement liés. C'est les contre-attaques et notre bip-bip national.
Ouais, c'est vrai qu'on a pris du plaisir grâce à ça. On est les rois des contre-attaques pour le coup. Alors on a un système de jeu de Yannick Brue qui est plutôt basé, mine de rien, ça se voit pas, mais on fait beaucoup de jeux au pied. Je crois qu'on est à 39 hier. Alors même s'il y a des coups de pied tactiques, Jalubert qui fait des diagonales, on a aussi Louis qui se fait des coups de pied en profondeur, etc. Donc c'est des coups de pied un peu plus tactiques. On a les par-dessus de Mathieu. Enfin voilà. Malgré ça, on est quand même sur un jeu d'occupation et surtout, ce qu'on n'avait pas fait à Montpellier, c'est qu'on amène des ballons hauts et après on arrive à mettre de la pression en dessous. Donc soit parfois on récupère en faisant des contre-rucks ou en mettant des gros plaquages. Il y a même Penaud à un moment qui rattrape de volée ou sinon si les autres récupèrent, on arrive à faire des grosses séquences de défense. Et après les turnovers, ben là en fait on est quasiment injouable. C'est-à-dire que la réorganisation offensive de notre équipe, ça va à 10 000. En 2-3 passes, et bien on arrive à marquer. C'est pas des trucs géniaux, hein, c'est le 15 qui arrive rapidement, un coup de pied dans le fond de terrain, et en quelques secondes on arrive à se retrouver donc cette position défensive à position offensive et à marquer des essais. Et c'est vrai qu'avec avec notre super arme Louis LBB, donc Louis Biélébarré, c'est assez impressionnant. Même lui, tu sens que il a complètement changé de dimension, et en plus tu sens qu'il travaille techniquement. Et tu sens qu'il y a une connexion avec le reste du groupe. Parce que là, en fait, maintenant, dès qu'il y a un ballon de récup, Poirot, il récupère le ballon, il passe à Penaud réfléchit même pas. Il tape un grand coup de pied dans le fond de terrain, et il attend que Louis, après, traverse le terrain avec sa course chaloupée. Et en plus, tu vois qu'il travaille techniquement, parce que même ses dribblings sont maîtrisés. Tu sens que même ça il commence à le maîtriser, et ses coups de pied aussi, parce que alors là il a pas fait hier, mais comme contre l'Argentine, son coup de pied dans le fond de terrain pour quand le 15 rentre dans la ligne du pied gauche, alors que je crois qu'il est droitier, c'est imparable. Je sais même pas comment les défenses adverses peuvent faire face à Louis, tu vois. Jouer peut-être du coup plus bas, faire un jeu un peu comme on peut faire nous, c'est-à-dire laisser l'occupation, puis attendre les turnovers pour contre-attaquer, quoi. Parce que pour défendre, alors quand il est à l'aile, bon, tu te dis il faut pas perdre la balle sur son aile, même si on peut faire des coups de pied décroisés, mais alors 15, en fait, tu peux sur tout le terrain, tu sais que tu peux manger, parce que lui il sera au milieu, donc il pourra soit aller à gauche, soit aller à droite, soit aller dans l'axe. Donc en position de 15, alors autant sur les ballons hauts c'est pas le plus sûr, mais alors par contre en termes de vitesse c'est vraiment impressionnant. Ouais, et puis il anticipe aussi dès qu'il y a récupération, tout le monde à la fois sait qu'ils peuvent envoyer devant, mais lui du coup anticipe bien ses courses et voit vite vers où aller. Tu voulais aussi évoquer du coup toujours à l'arrière le retour, alors ils étaient déjà là contre Montpellier, mais là ils ont vraiment fait un gros match, le retour de la charnière au plus haut niveau. Ouais, la charnière internationale qui a fait vraiment du bien. On a eu Max alors très fort dans le jeu pied haut, et alors plutôt en deuxième mi-temps dans le jeu de les renvois, etc., le jeu d'occupation, et puis il défend pour 2 ou voire 3, quoi. C'est-à-dire qu'il était partout. C'est hallucinant. Vraiment, à un moment, il plaque un mec, il se relève, le ballon revient vers lui, il replaque. Enfin, il enchaîne les plaquages. Ah ouais, il est monstrueux là. C'est vrai qu'il est pareil. Là, lui, tu sens que ça, il aime ça, et j'ai l'impression qu'il défend encore plus qu'avant. Et puis, alors même les plaquages qu'il loupe, en fait, les mecs tombent. C'est-à-dire qu'après ils sont pas connectés parce qu'il est lâche, mais en fait après les mecs sont au sol, donc ils tuent les actions. Et franchement impressionnant. Il est même revenu une fois sur Steward, heureusement qu'il était là. Et puis après on a Jalibert qui a été un parfait gestionnaire. Donc il a mis les mecs dans les intervalles. J'ai adoré Samou, par exemple. Ouais, voilà. En plus Samou, tu dis c'est vers les extérieurs qu'il faut jouer, parce que ils sont pas replacés. Et là il me fait un retour intérieur où il y a tout le monde, et il embarque 4 mecs rien qu'avec ce retour intérieur. Donc extraordinaire. Après il y a ces 2 coups de pied aussi tactiques. Donc un pour Samou qui a marché, et le premier où je pense que Samu là il peut la prendre de volée. À mon avis il a pas cru, mais il doit pouvoir la prendre de volée. Et d'ailleurs c'est pour ça on a dit qu'on s'était fait un peu rouler dessus en première mi-temps, mais mine de rien on a quand même eu des occasions assez franches.
Celle de Samu, on doit pouvoir la mettre. Et après, il y a eu quand Louis se fait découper. Je pense que il s'est refusé de Rétière sur un en avant de Porter, il me semble. Il y a eu ça, des porteurs qui fait en avant, et après t'as Louis aussi qui fait en avant là où il se fait attraper la côte, où il a un peu le souffle coupé, et après c'est des porteurs qui récupèrent. Mais là du coup, tu vois, ça se joue c'est du timing quoi. Mais globalement Mathieu a fait vraiment un très beau match dans l'animation. On aime le voir comme ça quoi. Ouais, très clairement. Et puis du coup, ça me permet aussi de rebondir là-dessus que. Mais il a été 6 sur 6 au pied, il a été parfait. Donc là-dessus, c'est top. S'il retrouve une adresse et une précision au pied, on va être redoutable. Le demi-dieu de Gironde, comme dirait Rudy Rama, devient un joueur quasi parfait. On a bien fait d'allumer les cierges avant le match, dimanche matin, à la messe. Exactement, et sacrifier les chats, quoi. Donc on a bien fait d'aduler ce demi-dieu quoi. Même si pour le coup, pour mettre un petit bémol sur sa presta, du coup en plus quand t'es à côté de Lucu, ça fait un peu ça jure un peu en défense, un peu, j'ai trouvé un peu timide, tu vois, il y va pas franco, tu sens qu'il est quand même un peu sur la retenue assez souvent quand même. Mais après c'est aussi son style et j'imagine que sur les gros matchs, il ira la tête la première. Ouais, bon après ça m'a pas trop choqué. C'est vrai que ça a été visuel parce qu'il prend un cul dès le début par Kata, et puis après c'est surtout le pire étant, je pense, quand il va. En plus il a voulu y aller quoi sur le. Alors c'est le 10, je sais plus qui rentre quand il le rattrape dans les 22 et là il prend un énorme cul. Effectivement c'est très visuel, mais j'ai vu pire comme presta de Mathieu en défense, mais effectivement. Dans le système du bébé, de toute façon, il faut qu'on le protège parce qu'il faut qu'il soit pas usé par faire 40 plaquages quoi. Voilà, lui, il faut qu'on arrive à le protéger au maximum. Et ouais, c'est ça. En tout cas, un secteur qui nous faisait défaut et d'ailleurs ça a été remarqué par tous et on a même eu droit à un petit tweet de Yannick Bru pour chambrer un petit peu. C'est la touche. La touche, on a enfin fait une super prestation en touche, à la fois précise, on fait 8 sur 8, et à la fois très inspirée, comme sur le premier essai de Pitsamou, où du coup Maxime Lamotte fait une passe courte, très, très tendue, et du coup ça surprend tout le monde, et d'ailleurs c'est pas Pitsamou, c'est Guido Petit qui a inscrit essai, oui, je sais pas pourquoi Pitsamou, je le vois partout. Et du coup, touche parfaite. Et en plus, au contre, on a été impérial vu qu'on provoque 6 touches perdues de l'autre côté. Ouais, c'est un peu... là, c'est vraiment la très bonne surprise. Sachant qu'en plus, on sortait d'une presta où c'était vraiment pas bon. On commence à émettre un peu des critiques aussi sur le travail de Sowerby. Et d'ailleurs, comme tu disais, le petit tweet de Bru qui reprend le message de Saturne Oval. Je trouvais ça assez sympathique parce que il se rend compte de l'attente des supporters et le fait que tout le monde se rend compte que en conquête c'est pas possible quoi d'être dernier du top 14, et également ça permet un peu il faut un peu rendre hommage quand tout se passe bien et qu'on est performant dans ce secteur, et voilà, on va espérer que ça continue. Et après c'est vrai que ce qui change par rapport aux autres prestats, c'est qu'on a aussi le capitaine de la touche, Gray, qui était présent, qui amène aussi cette sérénité. Et surtout, on a retrouvé un grand petit, je pense que ça fait plus de 2 ans qu'il nous a pas fait un match comme ça, extrêmement propre sur les ballons hauts, même s'il rate un renvoi. Il marque son essai sur cette magnifique touche dont tu as parlé. Il a plaqué, il a avancé, enfin voilà, il a vraiment fait... et puis il a fait des contres intéressants, notamment un contre à 5 mètres de la ligne où on était sous pression. Voilà, ça c'est le petit qu'on aime voir, c'est le petit qu'on avait fait re-signer après son année merveilleuse chez nous. Voilà, il faut qu'il arrive à continuer ce genre de performance parce qu'on a besoin d'un 4 quand il y a Beauchaton qui est pas là, ou quand on doit faire reposer Caso, et ce genre de 4 aérien est extrêmement important quoi. Ouais, il est sur la lancée un peu de sa tournée de novembre avec les Pumas. Ouais. On avait pu voir d'ailleurs un peu contre l'équipe de France, et on espérait qu'il garde ce niveau. En tout cas, on espère qu'il enchaînera sur ces prestations-là, notamment parce que
Caso est blessé, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va pouvoir revenir. Beauchaton, a priori, il est blessé aussi, donc on a besoin de quelqu'un de solide en 4. Exactement. Et après, sur la touche aussi, ce qu'on pourrait mettre en avant, c'est le bon match de Max Lamotte, qui avait pareil été en difficulté la semaine dernière. Là, gros match, une grosse prestation. Il m'a pas fait de dinguerie à faire des petits par-dessus. Il a été sérieux, propre en défense. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on a eu aussi une continuité entre les deux talons. Je trouve que quand ça est rentré, il n'y a pas eu de touches ratées, etc. On est resté sur le même rythme. Il a même fait il a fait pas mal de plaquages et puis il a gratté 2 ballons. Donc ça, c'était intéressant dans des zones de ruck qui étaient assez sensibles. Alors une fois il se fait pénaliser et l'autre fois c'est dans nos 22, donc il nous a bien sauvé la mise. Donc très bonne rentrée aussi de notre petit Ça. Notre grand Connor Ça qui est en instance de négociation pour une prolongue. D'ailleurs, tu mentionnais les rucks. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un peu pour un petit point tactico-technique ? Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ruck, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui ne parlent pas trop le rugby et pour un rappel pour les autres. Donc je vais vous expliquer quand il y a un ruck. Alors je vais essayer d'être assez schématique en prenant nos joueurs et les joueurs adverses, etc. pour que ce soit assez visuel. Donc imaginons j'ai Jalibert qui a le ballon, donc il avance. Il y a un joueur de Leicester qui le plaque. Et donc quand il est plaqué, il va tomber au sol. Et donc là, on arrive dans une zone plaqueur-plaqué. Et donc dans cette zone plaqueur-plaqué, il y a Jeff Poirot qui arrive, qui passe sur le ballon et qui va rentrer en collision avec un autre joueur de Leicester. Et quand il y a 2 joueurs de chaque équipe, donc quand il y a 2 joueurs, donc un de Bordeaux et un de Leicester, qui rentrent en collision au-dessus du ballon, on a ce qu'on appelle la formation d'un ruck. Et pourquoi c'est intéressant un ruck ? C'est qu'il va avoir une ligne de hors-jeu qui va se créer pour la défense. Alors si c'est nous qui attaquons, c'est pour la défense du Leicester. Et donc il y a une ligne imaginaire qui va se créer. Et cette ligne imaginaire, elle se met sur le dernier participant au ruck et au niveau de son pied qui est le plus loin. Donc le dernier pied du participant au ruck. Et donc là, on a une ligne imaginaire qui se crée. Et donc la ligne défensive du Leicester doit être derrière cette ligne. Tout simplement. Si un défenseur ne respecte pas et franchit la ligne avant que, par exemple, en l'occurrence, Maxime Lucu récupère le ballon au moment où il va le récupérer, c'est ça. Il commet un hors-jeu. Ce qui arrive notamment souvent sur l'embut parce que tu veux absolument défendre sur aller plaquer la personne qui a le ballon pour l'empêcher de marquer. Du coup, t'anticipes un peu trop et tu deviens hors-jeu. À savoir aussi que le plaqueur doit relâcher le plaqué s'il veut ensuite participer au ruck pour gratter le ballon. Exactement. Et du coup, une fois qu'il y a un ruck qui est formé, on n'a plus le droit de gratter la balle, par contre. Donc c'est pour ça qu'après, une fois que le ruck est formé, on peut faire que des contre-rucks. Donc là, c'est généralement quand tu vois l'équipe qui arrive à plusieurs et qui essaye de passer par-dessus le ballon. Et on a droit de jouer un ballon que si un de tes joueurs est passé au-dessus de ton ballon, entre ses jambes. Et donc là, on a le droit de le jouer. Si c'est le premier joueur qui fait le contre-ruck et qui pousse, il n'a pas le droit de récupérer le ballon. Il faut qu'il passe au-dessus du ballon et que ce soit le joueur qui soit derrière toi qui se mette relayeur et qui puisse jouer. Voilà, donc on espère que c'est un peu plus clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres règles, mais grosso modo aussi pour un grattage, le défenseur du coup qui veut gratter le ballon n'a pas le droit de mettre les mains au sol. Ça c'est souvent aussi sanctionné et doit rester sur ses appuis. Exactement, c'est ça. En fait, il doit. Alors déjà quand il y a la zone de plaqueur plaqué, donc là il doit repasser par son camp pour pouvoir jouer le ballon. Il faut qu'il supporte le poids de son corps et qu'il attaque directement le ballon et qu'il fasse action d'arracher la balle. Et dans ce cadre-là, si le joueur qui a le ballon, qui maintient le ballon au sol, et que le gratteur ne peut pas arracher la balle, il y a la pénalité qui est sifflée. Voilà. D'ailleurs, pour empêcher les grattages, on a beaucoup de joueurs, donc comme dans ton exemple, un Poirot par exemple, qui arrive en soutien pour déblayer, comme on dit. C'est ça. Et ce week-end, d'ailleurs, on a vu des beaux déblayages en mode plongeon artistique, notamment de la part d'Ulster en fin de match. Ça, théoriquement, ça peut être sanctionné. Exactement, et il faut savoir qu'il y a alors déjà il y a une sorte de zone autour du ruck où on a le droit de déblayer les joueurs. C'est-à-dire cette zone, on peut pas aller au-delà pour aller déblayer le 15 qui est à 10 mètres de l'action. Il y a ça, et bien sûr, quand il y a un déblayage, il faut aussi que la personne qui déblaye reste sur ses appuis.
Donc effectivement, il y a eu des déblayages un peu piscine. Donc voilà, parfois il y a un peu plus de tolérance, notamment en Champions Cup, parce que les arbitres aiment qu'il y ait du jeu. Donc c'est pour ça que c'est une compétition qui nous réussit. Mais voilà, on va pas privilégier la défense forcément. Parfois, voilà, il y a un peu de largesse dans l'arbitrage des rucks. Et donc effectivement, on n'a pas le droit de plonger pour déblayer. Et on n'a pas le droit non plus aussi, il faut faire attention où on vise. Je repense à Bastien Verntaillefer par exemple contre La Rochelle sur Cancorier qui va déblayer mais au niveau de la nuque du joueur adverse, ça c'est interdit. Exactement. De toute façon, que ce soit les prises crocodiles au niveau des articulations ou après un déblayage où en fait on va directement au niveau de la tête, ça peut être jaune voire rouge. Et autre petit détail aussi, alors celui-là il n'est pas maîtrisé par tout le monde. Alors le ruck il est fini quand le ballon sort du ruck. Donc par exemple en fait quand il y a les Jeff Poirot qui est en contact avec un adversaire, il a son ballon entre les jambes. Si le ballon sort de ses pieds, donc il va un peu en arrière, le ballon n'est plus dans le ruck, donc il n'y a plus de ruck. Sauf que pour jouer ce ballon, on est obligé d'être debout. Donc si vous voyez un joueur qui plonge sur un ballon qui est dégueulé d'un ruck, ça peut être sanctionné. Donc il y a une zone pareil un peu imaginaire je dirais d'1m50 autour des rucks où on n'a pas le droit de se jeter sur un ballon qui sort de ce ruck. Donc ça c'est pas tout le temps maîtrisé et parfois c'est pas tout le temps même sifflé. Donc là on peut arriver un peu de n'importe où pour par exemple taper le ballon au pied. Voilà, exactement. Et après autre ruck quand c'est terminé, c'est quand le 9, enfin le relayeur, pas forcément le 9, soulève le ballon. Voilà. Ok, donc il peut avoir les mains dessus. Il peut avoir les mains dessus. S'il garde le ballon au sol, c'est par exemple quand il y a un coup de pied par exemple de Lucu, il va garder le ballon au sol jusqu'au dernier moment pour le soulever. C'est du moment qu'il le relève. En tout cas, ce samedi quand vous regarderez le match et que vous verrez des rucks, vous repenserez à Yann très fort. Pour finir les points positifs, je sais pas si tu avais d'autres points sur le ruck, Yann, que tu Non, c'est bon, c'est parfait. Aborder. Pour finir sur le point positif, moi je voulais souligner Pete Samu, l'homme des épopées européennes. Alors je sais plus qui l'avait indiqué sur Twitter, mais il avait disputé en fait l'an dernier la totalité des matchs en Coupe d'Europe, titulaire à chaque fois. Encore titulaire hier, enfin ce dimanche. Il a encore été très bon, 2 essais, il récupère des ballons hauts, il est présent, il se propose un bon troisième ligne qu'on aimerait voir plus souvent, même si déjà s'il est titulaire à chaque match de Coupe d'Europe, ce sera déjà très bien. Ouais, mais c'est ça, je crois que la Vestat, il a 17 titularisations avec nous, 7 en Coupe d'Europe. Alors que ça va faire la deuxième année qu'il est avec nous. Et après, alors moi j'aimerais voir plus souvent, même si on a vu qu'il y a eu l'éclosion aussi d'un Mathieu qui a quand même, ça peut expliquer aussi son absence, et d'un Gazzotti qui surperforme. C'est au plus un mec, je pense, c'est idéal en Champions Cup. Comme je dis, en fait, il y a le fait qu'il y ait ce bonus avec 4 essais, on a vraiment des matchs aérés avec des gros scores, type Super Rugby. Donc à mon avis, un joueur comme ça, qui a des mains et des pattes, c'est assez intéressant dans ce rugby-là. Parce que bon, il marque 2 essais, il fait une passe décisive je crois que c'est pour Deporter, donc il est sur le dernier essai, donc il est vraiment impressionnant. Et je pense que dans ce jeu où il y a beaucoup de jeux, et en plus ce que j'aime bien avec notre système aussi, c'est que souvent, alors on avait parlé des cellules la semaine dernière, mais on laisse aussi souvent un troisième ligne après touche en bord de ligne. On l'avait fait à Beauchaton, on le fait avec Beauchaton, on le fait avec Gazzotti, on le fait avec Samu, et ça je trouve ça pas mal parce que ça crée après un surnombre, et en plus avec des joueurs qui ont des pattes comme ça, comme avec Mathieu, c'est assez intéressant. On espère du coup le voir ce samedi, parce qu'à chaque fois il nous régale, donc joueur très, très précieux. Est-ce que tu avais d'autres points positifs, Yann ? Non, les 5 points. Voilà, on démarre bien la compétition. De toute façon, c'est un sprint, donc il faut prendre tous les points qu'on peut prendre. Et on espère les prendre ce week-end. Et du coup, ça nous permet aussi une transition toute trouvée pour parler du classement de la Champions Cup. Tu finis 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, tous les ans. Tous les ans. Et au classement, du coup, après une journée, une poule de 6, 3 équipes se démarquent avec 5 points, donc la victoire avec le bonus offensif. Le Stade Toulousain, on en reparlera juste après pour parler d'Ulster, mais qui ont mis une belle claque
à l'Ulster à Ernest Vallon, plus 40, donc ils sont logiquement premier avec avec un beau goal average. Ouais. Deuxième, les Sharks qui ont gagné face à Exeter. Et troisième, du coup, l'UBB avec plus 14. Il faut savoir que les Sharks sont à plus 18. On pourrait se dire que sans laisser à la fin, on serait deuxième. Mais bon, je suis pas sûr que ça fasse trop la différence. Pour ce week-end, les matchs. Toulouse va à Exeter. Exeter qui est dernier de Premiership. On peut imaginer que les Toulousains feront un résultat là-bas. Et les Sharks vont à Leicester. Donc ça va être, je pense, le gros match de la poule. Toi, tu vois plutôt les Sharks ou Leicester gagner ce match-là? Alors déjà, si je reprends un petit mot sur Exeter, c'est assez surprenant quand même, parce que c'est quand même un gros d'Europe. Je serais intéressant de savoir ce qui se passe là-bas. J'espère qu'on aura un supporter pour pouvoir échanger, parce que c'est assez surprenant quand même de 0 victoire. Et là, ils ont encore perdu chez les Sharks. Et après, sur les Sharks contre Leicester, je pense qu'ils vont rentrer les quelques internationaux qu'on avait évoqués, que ce soit Martin, Watson probablement, Montoya. Donc je vois quand même si les Sharks vont se déplacer avec la grosse équipe, avec le trajet, ils vont passer alors je sais pas combien il fait en Afrique du Sud, mais c'est probablement 30-35 degrés peut-être, et ils vont arriver, il va neiger à Leicester. Je pense que ça risque de leur faire un peu mal. Enfin, je sais pas s'il neige, mais ça va... Ça risque de faire tout drôle, même si on a vu que, par exemple, un Toulon est allé gagner en Afrique du Sud. Grosse partie Toulon. Hein. Mais effectivement, c'est un périple pour aller dans les contrées lointaines. En plus, oui, dans ce sens-là, tu passes de 30 degrés à 0. Ça doit faire tout drôle. Sachant que du coup, Toulouse, eux, iront à Durban en janvier. Donc ça, c'est un peu l'avantage, nous, qu'on a à l'UBB, vu que cette année, pour une fois, on se déplace pas en Afrique du Sud. Et Toulouse accueillera ensuite Leicester. Donc qu'on a joué ce week-end. Et nous, on ira du coup, comme on le disait la semaine dernière, on ira à Exeter et on recevra les Sharks en janvier. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Place tout d'abord au match contre Ulster. Je vais te dire ce qui me tarde. Ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Ce samedi à 16h15 ou à 15h15 heure locale, notre belle UBB se rendra à Belfast pour y défier l'Ulster. Une victoire permettrait de bien figurer avant la deuxième partie de la phase de poule qui se déroulera en janvier. Ulster qui figure 10e sur les 16 équipes en URC et qui a pris une petite correction à Ernest Vallon ce dimanche. Et pour nous présenter cette équipe plutôt méconnue en France, on accueille la plus irlandaise des supportrices de l'UBB, Madame Maz. Hello Maz. Hello, bonsoir tout le monde, ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de prendre le temps de nous présenter un peu ton équipe de cœur, même si je sais que tu es supportrice de l'UBB depuis un petit moment. Oui, avec plaisir, oui. Concernant le début de saison de l'Ulster, je viens de dire qu'ils étaient 10e du championnat URC. Ils ont perdu aussi hier. Qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison? Est-ce qu'il répond aux attentes des supporters? Oui, c'est un début de saison assez catastrophique. Comme vous dites, on est 10e dans le URC avec 17 points après 7 matchs joués. Et contre Leinster, par exemple, avec 34. Donc, ils avaient gagné 3 matchs, mais ils avaient perdu le match qui était très très mal mené en fait. Par exemple, contre Cardiff à mi-temps, ils ont mené 19-0, mais ils avaient perdu à la fin 21-19. Donc, ils fait comme deux mi-temps totalement différents. Souvent, c'est comme ça, un manque total de concentration, un manque total de discipline souvent. Et bon, c'est un début de saison assez catastrophique. C'est un peu comme l'UBB du coup, où on peut voir deux visages complètement différents, comme à Clermont, La Rochelle, surtout à l'extérieur. D'ailleurs, on verra si ce samedi, ce sera la même chose. Mais du coup, on peut voir deux visages différents de l'équipe Ulster
ce samedi? C'est possible, c'est possible. J'imagine après hier, peut-être ils manquent un peu de confiance et tout ça. Ils avaient une très jeune équipe hier avec 10 joueurs de moins de 25 ans. Et le joueur plus avec expérience sur le banc. Et on a pas mal de joueurs qui sont blessés en plus. Ok. Et pour le match de samedi, du coup, il y a des joueurs références, des cadres qui vont revenir pour affronter l'UBB? Oui, absolument. Par exemple, Ian Henderson, deuxième ligne, Rob Herring, le talonneur, Stuart McCluskey, le centre, Izuku, troisième ligne. Donc, il y a 5 ou 6 qui reviennent sans doute, oui, et Tom O'Toole, le pilier gauche, je crois. Ok. Donc on peut s'attendre à un match un peu plus serré que à Toulouse ce dimanche. Et du coup, tu parlais des points faibles un peu du manque de concentration, de confiance. Mais quels sont les points forts de Ulster? Le point fort, c'est peut-être que il y a les joueurs qui jouent jusqu'à la fin de match quand même. Les joueurs comme les espoirs de l'académie en fait qui jouent jusqu'à la fin. Le mêlée n'est pas. Le mêlée c'était un petit peu mieux qu'au début de saison, ça c'est sûr. Et l'attaque en plus, ils ont marqué 170 points dans 7 matchs. Donc, c'est pas mal. Ouais, 170 points, c'est quand même pas mal pour une équipe classée du coup 10e. Du coup, j'imagine qu'en défense, ils doivent aussi prendre quelques points. Surtout que je crois qu'il fait plutôt beau ce samedi à Belfast. Donc un peu frais, mais beau. Donc on risque d'avoir un beau match avec beaucoup d'essais. Oui, c'est possible. Et en plus, c'est un très, très beau stade. C'est avec 18 000 personnes. Toujours une très bonne ambiance là-bas. En fait, ils sont juste à côté de leur terrain en plus. Il y a une petite terrasse à côté de leur terrain. Donc, c'est assez chaud là souvent avec les supporters qui sont très fidèles et comme ça. Mais oui, j'imagine que le match est plus serré cette samedi. D'ailleurs, tu fais bien de mentionner le stade et les supporters. Je sais que les United BB ont organisé un déplacement et qu'il y aura plus d'une centaine de supporters bordelais, dont moi, votre fidèle animateur du podcast. Donc on a hâte d'y être, surtout s'il y a une très bonne ambiance là-bas. On essaiera de faire du bruit nous aussi. Toi, en tant que supportrice des deux équipes, t'attends quoi du match? Je suis déjà très nerveuse parce que normalement avant le match je suis nerveuse. C'est dommage pour moi, c'est pas à Bordeaux, à Stade Chaban en fait, parce que je peux pas aller avec mon boulot et tout ça. Mais oui, j'attends avec impatience. Oui. Un petit pronostic? UBB va gagner par 12 ou 13 points. 12 ou 13. Yann, ça te va? Ouais, moi c'est nickel, ça me va très bien. En plus, je pense que ça va être un jeu assez, comme l'a dit Maz, assez aéré, puisqu'en plus on a une pelouse synthétique. Donc les pelouses synthétiques, ça permet d'accélérer le tout. Donc je pense que ça peut être très positif pour nous. En plus, s'il pleut pas, avec les gazelles qu'on a derrière, je pense que ça peut être un bon point. Dans cette compétition, de toute façon, c'est un sprint. Donc il nous faut la victoire à minima. Et si c'est un match de folie, je pense que les deux équipes auront le bonus. À voir qui gagne après. Mais voilà, ça peut aller vite. En parlant des gazelles derrière, je te propose qu'on se fasse un petit 15 possible. Alors pas probable du tout parce qu'on n'a aucune info, possible, pour aller à Belfast ce samedi. Alors je vous propose d'ailleurs, Yann et Maz, Hugo Boniface à gauche, Connor Sa et Carlou Sadi sur la première ligne, Petit et Coleman sur la deuxième ligne et Samu Tatafu Swinton sur la troisième. Yann, tu penses quoi de ce pack? Ouais, c'est un très gros pack. Moi, ça me va. Ça permet un peu d'amener de la rotation sur la première ligne.
Donc après, je suppose que les 3 autres sont sur le banc, donc ils peuvent rentrer à tout moment. Petit, comme on l'a dit précédemment, bah, il faut qu'on confirme sa grosse prestation. Donc tu as raison de le remettre avec Coleman qui a fait aussi, on en a parlé, une très grosse prestation, notamment physiquement. Il a mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact, et t'as mis une troisième ligne très solide. Ouais, très solide. C'est celle que j'avais déjà possiblement pour la réception de Leicester. Mais je pense que ça peut faire du bien. Et Samou, encore une fois, l'homme de l'Europe chez les Bordelais. En charnière, Lucu, Carbery pour faire tourner Mathieu. Sur les ailes, Penaud et Rétière. Pour le coup, j'ai pas changé la recette gagnante de ce dimanche. Et Tapoy de Porter au centre pour faire souffler un petit peu Moefana et instaurer un peu une rotation. Tout ça dans l'esprit un peu que Yannick Bru a pratiqué depuis le début de saison, c'est-à-dire pas d'équipe A, pas d'équipe B, mais on va faire tourner des joueurs, un par ligne ou deux, pour tout simplement garder une équipe compétitive. Même quand on se déplace. Et enfin, et ça, quand je l'ai proposé ce matin sur Twitter, ça a fait beaucoup réagir. Bah moi, alors forcément, en fonction de comment se sent le joueur, en fonction du ressenti du joueur et de l'avis du staff, notamment médical, en fait, en l'absence de Buros, je laisserai Louis Bielbiarré, qui a été énorme en 15 ce dimanche et qui a été énorme à chaque fois qu'il a joué en 15, notamment, je pense à Toulouse, par exemple. Donc je laisserai en l'absence de Buros, quitte à ce qu'il se repose contre Castres ou au retour du top 14. Voilà, alors oui, il en a plein les jambes, il a joué un peu plus d'une heure ce dimanche, mais voilà, s'il se sent et que le staff le met sur le prêt, pourquoi pas. Alors du coup derrière, alors je te suis à moitié. Je pense que moi je remets la même équipe. Je mets carrément l'équipe type que dimanche parce que je pense que voilà, la Champions Cup c'est un sprint. Comme l'a dit le président, on n'a pas le luxe de choisir une compétition. Et, il faut qu'on arrive à performer un peu partout. En plus, c'est toujours bien pour le public de recevoir des phases finales à Chaban. Donc pour moi, il faut absolument qu'on fasse le plein de points avant de faire plus de rotation contre Castres. Donc je mettrai directement Jalibert, Yoram et après LBB bien sûr je le maintiens. Comme tu l'as dit, savoir si lui comment il se sent, mais s'il a les cannes et s'il est bien, moi je le laisse parce qu'en plus le poste de 15, Ramos l'avait un peu évoqué, c'est quand même un poste où tu es moins exposé physiquement. Bon, même s'il a pris une énorme cartouche ou si elle lui a un peu bloqué la respiration, c'est globalement un poste où tu plaques moins, où tu as moins de contact. Donc c'est plus reposant que Ailier ou 10, où tu cherches un peu plus. Ouais. Maz, toi tu veux voir du Jalibert, du Bielbiarré, qui tu voudrais voir dans cette composition? C'est difficile pour moi. Sans doute, à mon avis, ils vont envoyer une équipe assez forte à Belfast parce qu'il faut gagner avec les 5 points. Parce que comme vous avez Toulouse, les Sharks, Exeter dans le même pool, il faut gagner tout le match avec le maximum de points possible. Ouais, donc un peu le même avis que Yann, à savoir mettre une grosse équipe pour repartir de cette première vague de 2 matchs avec les 10 points, ce qui serait énorme et nous mettrait en très bonne position pour la suite, pour finir le plus haut possible. Parce que comme tu l'as dit, Yann, les phases finales à domicile, c'est à la fois bien pour le public, mais c'est aussi, comme l'a souligné Laurent Marty, bien pour les finances du club. Donc ce serait top pour plusieurs raisons. Mas, du coup, pour la centaine de supporters qui va se rendre à Belfast ce week-end, est-ce que tu as des petites recommandations de pubs et de restaurants à Belfast? Oh oui, j'ai beaucoup, oui. C'est une ville qui est très animée avec beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. Et mon bar favori, c'est le Crown Liquor Saloon. C'est juste en face de la gare routière et le gare. Et c'est magnifique. Avec un petit restaurant sur l'étage en plus, sur le premier étage ou le deuxième étage.
Donc ça, c'est super. Vous avez le quartier cathédral avec beaucoup de restaurants et beaucoup de bars. Donc oui, c'est très animé. Bon, bah en tout cas, on donne du coup rendez-vous aux supporters de l'UBB et même si ceux qui n'ont pas de place pour le match veulent du coup se faire un petit week-end à Belfast, le Crown Liquor Saloon pour l'après-match ou l'avant-match pour se donner rendez-vous et fêter une victoire. Maz, merci beaucoup pour ta participation. C'était top de t'avoir pour nous donner ton regard sur cette belle équipe d'Ulster. Donc, et merci pour l'invitation et bon match à tous samedi. Et allez UBB, go Ulster. Donc comme ça, on prend pas parti. Et pour ceux qui veulent te suivre, parce que tu parles quand même souvent de rugby sur Twitter, c'est comment on peut te retrouver sur Twitter? Maz Mac M. Et voilà, donc sinon vous nous demanderez et on vous redirigera. On mettra ton Twitter dans la description de ce podcast. Merci beaucoup Maz. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux actus du club. On va tout casser là, c'est la décennie vague là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Concernant les actus du jour, alors on vous le soulignait juste avant, assez light cette semaine, même si on a eu une interview de Laurent Marty dans 100% UBB sur France Bleu Gironde par Dominique Bourdeau, qui nous disait et qui répondait à la question du coup concernant les venues de Barlow, Tatafou, Duprez, ce qui confirme ou infirme ces informations-là. Et bon, alors, selon moi, il a botté en touche. En gros, il a dit qu'il n'y aurait pas d'officialisation avant la fin de la saison, que les supporters et les médias avaient déjà toutes les informations et qu'officialiser une arrivée serait manquer de respect au club dans lequel ces joueurs-là évoluent. Selon moi, c'est vraiment botté en touche en disant qu'il n'en dira pas plus et que voilà, il laisse les rumeurs faire leur travail. Toi, Yann, t'es plutôt optimiste du coup et tu penses que, en tout cas, sur le sujet de Tatafou. Alors, pour rappel, juste petite parenthèse, Tevita Tatafou, en gros, qui a été annoncé par certains médias arrivant à Bordeaux, mais on a eu des affirmations du côté de Bayonne, notamment du côté du président, qui disait que Tevita Tatafou serait un joueur bayonnais la saison prochaine et qu'il n'y avait pas d'accord, etc. Et du coup, ça sème le doute parce que sur le cas Barlow et Jean-Luc Duprez, on n'a pas de version qui infirme. Pour moi, c'est assez sûr qu'ils vont venir. Là, il y a un vrai doute. Bah ouais, mais bon, après c'est peut-être mon côté un peu trop optimiste et j'essaye de lire le Marty, même si c'est pas toujours facile. Déjà, ils ont cité que 3 joueurs, donc vraiment c'est les 3 seuls joueurs qui ont été vraiment cités par la presse comme ayant signé. Parce que Sud-Ouest a clairement annoncé qu'il y avait une signature de pré-contrat, ce qui semble être le cas. Par contre, il n'y a pas Louis-Marie aussi ? Si, Louis-Marie, tu as raison. Mais la question... Ah oui, tu as raison. Louis-Marie, parce que... Ouais. Alors, Louis-Marie, il n'y avait pas eu d'annonce... En fait, c'est le joueur qui... Alors, lui, pour le coup, c'est sûr à 100%, c'est le joueur qui a dit qu'il était content de rejoindre Bru l'année prochaine. Donc bon, là, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a aucun doute. Tu as raison. J'ai oublié Louis-Marie, en plus, qui risque de nous faire beaucoup de bien à gauche. Mais voilà, les 3 autres, c'était plutôt les recrutements, entre guillemets, stars. Et c'est vrai que ils ont présenté que ces 3-là, bizarrement ces 3 noms, et moi c'est la phrase vous avez déjà tout. Donc voilà, et comme vous avez déjà tout, je me dis bon, mais Duprez, Barlow, effectivement on a annoncé la signature, Tatafou, Sud-Ouest et Figaro avaient annoncé la signature. C'est juste qu'après il y a Taïeb qui avait fait, le président de Bayonne, qui avait fait une déclaration en disant que il n'était pas au courant, que si un joueur veut partir, oui, mais à combien, et après il avait déclaré que Tatafou voulait rester à Bayonne et s'inscrire dans le projet. Et depuis ça doit faire peut-être 1 mois ou 2, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire que autant il n'y a pas d'officialisation de prolongation côté bayonnais, et de notre côté, comme l'a dit notre président, de toute façon nous on n'annonce jamais aucun transfert. C'est soit le joueur lui-même qui l'annonce, soit le club adverse, mais Laurent Marty n'annonce jamais de transfert. Donc on est toujours en suspens. Après je pense que ça va pas prendre 1000 ans parce que on peut pas ne pas recruter un droitier. Donc soit en fait il va commencer à avoir des rumeurs ou des annonces
d'un nouveau droitier à l'UBB, et donc là ce sera réglé, on sait que ce sera pas Tatafou. Après, soit Bayonne recrute un droitier ou prolonge Tatafou. Donc pour moi, soit on l'a l'année prochaine, soit on l'a pas, quoi. Ouais, on va pas attendre la fin de son contrat de 2026. Bon, on espère, on est optimiste, mais parce que du coup, Itevita Tatafou, le pilier droit de Bayonne, qui a été convoqué avec l'équipe de France, donc gros prospect sur le poste de pilier droit, qui pourrait faire du bien. Bon, affaire à suivre, du coup. Pas d'autres rumeurs trop récemment sur les arrivées. Bon, on a eu le dernier, du coup, c'était Duprez, le troisième ligne. Mais sinon, c'est assez calme en ce moment. Peut-être qu'il y a des sujets de prolongation ou non avec des Conorsa, avec des Jefferson Poirot, Coleman. avec des Coleman, etc. Ouais, donc d'ailleurs, on nous a soufflé sur Instagram de pourquoi pas faire un épisode un peu spécial, ou en tout cas de prendre le temps sur un épisode de parler des fins de contrat, parce qu'elles sont nombreuses. Alors même si on a eu de la prolongation de Moefana, Tamifuna, Jalibert récemment, on pourra parler un peu des joueurs qui vont voir leur contrat arriver à terme. Par exemple, Lesgourg, on sait qu'il va rejoindre le BO. Mais voilà, essayer de faire un petit point là-dessus, parce que plus on a de joueurs qui partent, plus forcément numériquement on va avoir des joueurs qui vont devoir les remplacer, même si on peut faire confiance à certains espoirs. On va devoir recruter, donc on fera un petit point là-dessus qui peut être assez intéressant. Et ça nous permettra aussi de mettre en avant le super site de All Rugby, qui fait un travail assez fort sur tout ce qui est fin de contrat effectif, les matchs. Donc je pense que ce sera une de nos sources principales. Ouais, All Rugby, alors pour du coup connaître les fins de contrat, les minutes jouées, les stats, qui a joué où, vraiment le site référence qui est vraiment un super site pour tous ceux qui veulent avoir un peu plus d'infos sur certains joueurs. C'est vraiment parfait. Je crois qu'on a du coup fait le tour des actus. On peut passer aux résultats des Lions. 47-3 sur le terrain du Loup à Lyon. Bon, match serré, hein. Pour les Lions, elles recevront le MHR dimanche. On espère un résultat similaire. En tout cas, derrière, il y a Blagnac qui suit bien le rythme avec 28 points contre 31 pour les Lions du stade bordelais. Et côté Réchelle, victoire aussi contre le Racing à domicile. Alors, un match un peu terne, mais c'était samedi. Je pense que les conditions étaient terribles. Score de 13-5 et ils se rendront chez l'un des deux favoris avec le Stade Toulousain. Ils iront au Stade Rochelet ce dimanche à 15h. Voici pour le tour de l'actu de l'UBB, un peu light comme on le disait cette semaine. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la nouvelle section de la présentation de notre ancien joueur. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Et pour présenter cet ancien joueur mystère, je vous propose un petit quiz que vous pouvez faire chez vous, dans votre voiture ou en courant, en faisant votre sport, avec plusieurs indices pour vous permettre de découvrir le joueur. Et Yann, tu nous dévoileras, si tu le trouves, qui est le joueur. Premier indice, je joue au poste de 3e ligne. J'ai passé une saison en Gironde pour un total de 19 feuilles de match. Je joue désormais en Angleterre et j'ai même eu l'occasion d'affronter l'UBB la saison passée. C'était le 3e indice, je ne sais pas si vous l'avez déjà. 4e indice, j'ai un frère qui joue au même poste que moi. 5e indice, j'ai été appelé en équipe nationale en novembre, contrairement à mon frère qui lui évolue en top 14. 6e indice, il évolue, ce frère, en top 14 et plus précisément au stade toulousain. Et dernier indice, j'adore la bière parce que je suis anglais. Yann, je suis Tom Willis. Tom Willis, exactement, le 3e ligne qui avait fait une saison à l'UBB il y a de ça 2 ans, qui joue maintenant au Saracens et qui, d'après le compte Twitter Alter Rugby, qui est un super compte à suivre pour connaître un peu mieux les autres championnats. D'ailleurs, je pense qu'il viendra nous présenter peut-être le match contre Exeter, pourquoi pas, sur le podcast.
Tom Willis qui fait un super début de saison et qui a d'ailleurs été appelé pour la première fois avec l'équipe d'Angleterre. Donc oui, il est arrivé chez nous suite en fait à la faillite du club des Wasps, le club historique de rugby en Angleterre, qui a même été déjà champion d'Europe, etc. Et donc il y a eu une migration d'un certain nombre de joueurs, dont Tom Willis. Et c'est en même temps on avait récupéré aussi le talon Ogre qui était très bon et qui maintenant joue à Bristol. Moi c'est un joueur qu'on avait joué aussi l'an dernier du coup. Exactement, ouais, on avait joué les deux. Moi j'adore ce type de 8, c'est un gros porteur de ballon qui va casser énormément de défenseurs. Je crois contre les Bulls il a 7 défenseurs battus, il a énormément avancé. C'est un joueur qui est très fort au grattage comme son frère. De toute façon, les deux, à un moment, on les avait de mémoire. Je crois qu'on avait joué les deux. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que quand on avait joué les Wasps en Challenge Cup, je crois qu'ils nous avaient mis à la misère les deux frangins. C'était assez impressionnant sur la zone des rucks. Oui, pour ceux qui n'avaient pas compris, le deuxième du coup Willis, c'est Jack Willis du Stade Toulousain qui est du coup 3e ligne et capitaine. Ouais. Régulièrement du Stade Toulousain. Qui est aussi extraordinaire lui. D'ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi Alors, bien sûr, il y a la règle des expats, mais c'est vrai que c'est compliqué de se passer de ce type de joueur. Et donc Tom, ouais, qui voilà, très gros porteur. Alors, je crois pas qu'il a été appelé en novembre. De mémoire, il a joué. Il a été appelé, mais dans ce qu'on appelle l'Angleterre A, qui est un peu l'équipe bis. Parce que c'est là où je crois qu'on a vu l'autre 3e ligne qui est Pollock, l'international U20 qui est une sacrée machine, on avait vu ses débuts. Donc je suis pas sûr qu'il est. Ouais, c'est ça, c'est Angleterre A. Du coup, je pensais que c'était le 15 de la Rose, mais non, du coup. Non. Ouais, c'est une équipe entre guillemets B, et c'est pour ça que t'avais aussi. C'est pour ça qu'il appelle A ces Anglais. Ouais, non, mais ouais. Après, ça se dit comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est vrai qu'il faudrait expliquer. Je sais pas. Aucune idée pourquoi. Et il y avait Pollock là qui joue aussi à Northampton, qui était capitaine des U20, champion du monde, et qui est vraiment un très grand joueur. Mais voilà. Tom Willis, voilà, c'est un peu la déception de l'avoir vu partir. Bon, heureusement, Marty est allé chercher Tatafou. Mais clairement, ouais. C'était un joueur que j'aurais aimé qu'on garde. Voilà. Et après, il a voulu avoir une ambition plus grande qui est, alors pas forcément de jouer dans un plus grand club, mais faire son rêve qui est d'être numéro 8 de l'équipe d'Angleterre. Ouais, les deux frangins, ça aurait pu être très très fort en équipe d'Angleterre. Il a une sélection quand même. L'été dernier, en tournée d'été, contre le Pays de Galles, où il était rentré en cours de match. D'accord. Voilà pour Tom Willis. Donc oui, une saison à l'UBB, c'est pas le joueur peut-être le plus marquant. Moi, j'y ai pensé du coup en voyant un peu ses stats de ce week-end et en voyant son frère jouer. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de se remémorer ce bon vieux Tom, en espérant pourquoi pas qu'il revienne un jour à l'UBB. Je sais pas si on l'a précisé, il a 25 ans, donc encore tout jeune, et joue désormais au Saracens, qu'on retrouvera peut-être en Champions Cup cette saison. N'hésitez pas du coup à aller voir un peu les matchs de Tom. En tout cas, merci beaucoup Yann pour ce nouvel épisode, le 9e. Déjà, ça file, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, après, on voit pas, à chaque fois on voit pas le temps passer. C'est toujours cool. Il y a toujours des bons retours. Donc pour l'instant, tant qu'on prend du plaisir, on continue quoi. Ouais, des bons retours. Vraiment merci à ceux qui prennent le temps de nous écrire, de s'abonner sur Instagram, sur Twitter, de s'abonner aussi sur les plateformes de streaming. Ça nous aide aussi en visibilité à laisser, je crois qu'on peut laisser des avis, des étoiles sur Spotify ou des commentaires, etc. Ça nous aide à être bien référencés, puis à faire découvrir le podcast du coup à des gens qui aiment ce genre de sujet. D'ailleurs, on a passé la barre des 3000 écoutes depuis le lancement, donc on est très content et ça motive à continuer, même si c'est absolument pas une fin en soi ni l'objectif qu'on s'était fixé. On s'était fixé absolument aucun objectif si ce n'est de prendre du plaisir tous les deux. Donc c'est top si des gens nous écoutent. Merci beaucoup à vous pour cette nouvelle écoute. On espère voir un très beau match ce samedi. Si jamais il y en a qui vont à Belfast, qui veulent prendre un petit godet avant ou après le match, n'hésitez pas à m'écrire. Et on se dit à mardi prochain. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.